Merci, bonjour. Vous m'entendez bien, c'est bon? Oui, alors NVIDIA, oui. Je pose toujours la question, qui connaît NVIDIA dans la salle? Donc je la pose, et vous connaissez NVIDIA pour les cartes GeForce, les cartes gaming. Mais on ne fait pas que ça. Depuis plusieurs années, on fait beaucoup d'autres choses. Je vais essayer de ne pas être trop long sur certaines diapos. Posez vos questions. De toute façon, vous aurez accès à cette présentation. Et il y a des slides, enfin des diapos que je ne vais pas montrer, mais que j'ai laissés dans la présentation volontairement, puisqu'on a un temps qui est imparti. Donc NVIDIA, c'est une société qui a un peu plus de 25 ans, dont le CEO est Jensen Huang, qui est concepteur d'architecture de puces graphiques et qui a commencé dans le consumer, dans le jeu. Et aujourd'hui, on fait bien plus d'autres choses, puisque on est présent toujours dans le jeu, mais on est présent dans la voiture autonome, on est présent dans la robotique, et on est présent dans l'intelligence artificielle, et c'est le sujet d'aujourd'hui, et comment appliquer l'intelligence artificielle au monde de la finance, et pourquoi. Et on est présent dans un certain nombre d'autres, segments, et notamment dans tout ce qui est data center et entreprise, avec les stations de travail, enfin, etc., etc. Donc c'est juste pour vous donner un snapshot de ce que fait la société. L'intelligence artificielle, c'est vrai que c'est à la mode, tout le monde en parle beaucoup. C'est un nouveau pas au niveau informatique, on va l'appeler comme ça, je vais essayer de rester un peu français, pas parler trop en anglais. Un nouveau pas au niveau informatique. Pour les plus anciens d'entre nous, on a connu Internet, après on a connu les smartphones, après on a connu l'intelligence artificielle. Et chez NVIDIA, on travaille dessus depuis quelques années, ce qui nous a amené à être un des leaders, parce qu'on n'est pas tout seul, hein, mais un des leaders sur l'intelligence artificielle, et plus précisément ce qu'on appelle le deep learning. Et je vais vous expliquer pourquoi plus précisément le deep learning. En fait, ce qui se passe, c'est que vous connaissez peut-être la loi de Moore, qui veut dire qu'on va mettre le plus de puissance possible et le plus de composants possible dans un petit package. En fait, cette loi, elle ne peut plus continuer. Elle est finie. On le voit bien dans un certain nombre de produits, et je ne vais pas parler de mes amis et concurrents, mais on voit bien que c'est plus possible. En fait, on peut miniaturiser tout ce qu'on veut. À un moment donné, on a des contraintes physiques, thermiques. C'est ce qui se passe notamment pour tout ce qui est CPU. Pour la GPU, on n'est pas dans cette physionomie. On peut continuer à faire des GPU autant qu'on veut, et on estime qu'on multipliera la puissance des GPU par 1000 aux horizons de 2025 en termes de puissance de calcul, donc pour tout ce qu'on appelle en anglais compute, mais aussi en termes de puissance de calcul pour le deep learning. Donc il n'y a pas de limite. En clair, il n'y a pas de limite, et toutes les architectures de processeurs graphiques que l'on fait aujourd'hui, on les design pour le deep learning, pour l'intelligence artificielle. Et ça depuis 2 générations. Alors, ce n'est pas forcément visible si je prends la partie consumer avec les cartes GTX que vous pouvez trouver dans vos PC, dans vos ordinateurs portables. Mais néanmoins, l'intelligence artificielle arrive aussi dans la partie consumer. Un jeu s'écrira potentiellement lui-même demain, ou un jeu n'aura pas de limite demain, puisqu'il continuera à écrire des scènes. D'accord. Et le réseau neuronal qui gérera ça n'a pas de limite dans sa conception et dans le fait qu'il va grossir. Alors, il y a plein d'industries, je passe vite, il y a plein d'industries où le processeur graphique accélère un certain nombre de choses. Vous les avez un petit peu toutes là, de la voiture autonome à la radiologie, à la recherche sur le cancer, à la pharma, à la banque, à l'assurance. Et je dirais c'est le sujet aujourd'hui qui nous concerne. Mais c'est valide dans tous les parties et dans toutes les industries. Si on regarde un petit peu, si on prend un petit peu de recul et qu'on regarde l'intelligence artificielle, on pense clairement que ça représentera à peu près 47 milliards pour 2020, que j'ai mis 20%, mais je pense que ce sera plus, vu l'engouement qu'il y a aujourd'hui, qu'il y aura 20 à 30% des sociétés enfin 20 à 30% des gens dans les sociétés qui travailleront sur l'intelligence artificielle, quelque forme elle est. Ça peut être du deep learning, ça peut être du machine learning, et qu'en fait, il y a 85% des clients qui auront une interaction avec ce qu'on appelle les bots. Vous en avez dans les banques, d'accord, déjà, dans un certain nombre de banques. Je pense que vous en avez aussi chez vous, pour ceux qui sont du Crédit Agricole. Mais quand on appelle un service, en général, c'est un bot qu'on a derrière nous, enfin, ou en face de nous, on va dire.
et qui nous répond avec des algorithmes derrière qui permettent d'adresser cette problématique. Juste, j'ai mis 3000 startups sur l'intelligence artificielle. Nous, on a un programme qui s'appelle Inception, où effectivement, on a 3200 startups qui travaillent sur l'intelligence artificielle, donc sur les processeurs graphiques. Il y en a à peu près la moitié en Europe et à peu près 220 en France, que l'on qualifie, que l'on suit, que l'on aide, parce que en fait, c'est elles qui vont amener les produits de demain. Il y a un certain nombre de startups dans le hall, vous les avez vus, qui utilisent ou pas l'intelligence artificielle, mais qui ont des produits relativement intéressants. Et les startups en France, c'est très très important. Il y a beaucoup d'initiatives et on est présent un petit peu partout, notamment à Station F et autres. Les industries, j'en ai parlé tout à l'heure, mais là, c'est plus au niveau intelligence artificielle. Il y a des industries qui sont plus en avance aujourd'hui que d'autres. La voiture autonome, quoi qu'il se passe, la voiture autonome va arriver, d'accord, à un horizon 2021, 2025, 2030. Je ne suis pas devin, mais je sais à peu près où on en est chez certains constructeurs. Bien sûr, tout ce qui est recherche médicale, tout ce qui est pharma, biopharma, on travaille beaucoup avec les instituts Pasteur, Roussy. On a besoin d'aider les chercheurs à accélérer les recherches contre le cancer. Je vous donne juste un exemple. Lancer un programme de recherche sur un PC ou sur un serveur sans GPU, ça prenait des fois 1 mois pour avoir des résultats. Aujourd'hui, ils les ont en 2 jours. Donc en fait, on accélère la recherche. Et là, le but, c'est pas forcément de faire du business pour NVIDIA, c'est de contribuer, je dirais, à l'écosystème et contribuer à ce que tout ça évolue dans un sens positif. Bien sûr, la banque est très importante. Et là, alors ça date de 2017, un petit peu vieux maintenant. Mais à peu près 27 000 sociétés qui nous ont contactés pour travailler sur l'intelligence artificielle dans différents secteurs. Et vous voyez que la banque, je crois qu'il y a un pointeur là. La banque, en fait, représente quand même une part du camembert qui n'est pas négligeable puisqu'elle est en bleu clair. Donc, il y a beaucoup d'initiatives qui sont prises au niveau européen, au niveau français, mais au niveau mondial aussi, avec un certain nombre d'organismes financiers. Alors, vous l'aviez dit en introduction, l'intelligence artificielle, tout le monde en parle, c'est la grande mode actuelle, mais ça existe depuis très très longtemps, depuis les années 50, où il y a eu des recherches qui ont été faites. Je me rappelle, il y a quelques longues années, il y avait les systèmes experts, pour ceux qui peuvent s'en souvenir. Le machine learning est quelque chose qui est d'actualité encore aujourd'hui, et on en reparlera plus tard. Et le deep learning. Alors, si j'essaye d'être basique, pour un peu démystifier tout ça, l'intelligence artificielle ne va pas remplacer l'homme. Elle va surtout aider l'homme à prendre des décisions d'une façon plus rapide et plus cohérente. Le deep learning, en fait, on définit des typologies de réseaux neuronaux. La GPU se prête complètement au deep learning parce qu'un réseau neuronal travaille en parallèle. Il y a un certain nombre de branches qui travaillent en parallèle, pour rester simple. Et la GPU travaille en parallèle. Juste pour vous donner une idée, le dernier processeur graphique qu'on a sorti pour les data centers, qui s'appelle Tesla V100, a 5120 corps. Et tous ces corps, on est capable de les faire travailler en parallèle et on est capable de les programmer en parallèle. Donc ils travaillent en parallèle, donc ils amènent une puissance de calcul très très importante et donc ils permettent d'avoir des résultats qui sont beaucoup plus rapides, beaucoup plus concrets et qui ont une exactitude beaucoup plus grande. Machine learning, on va plutôt développer le programme en sachant exactement ce qui est en entrée, en sachant exactement ce qui va sortir, on sait exactement par où ça passe. Deep learning, c'est le réseau neuronal qui grossit et qui va donner en fait un résultat qui sera potentiellement toujours le même, ce qu'on espère, ça c'est une histoire d'exactitude, mais pas forcément par les mêmes chemins du réseau neuronal. Juste pour faire un petit parallèle. Alors pourquoi les processeurs graphiques dans la banque et dans l'assurance? Je ne vais pas aller dans le détail, on n'a pas beaucoup de temps. Le but c'est d'accélérer les traitements, d'accélérer, il y a multiplié de 100 à 1000 les traitements, de travailler beaucoup sur tout ce qui est data analytique, et puis surtout d'avoir des résultats en temps réel. Quand vous faites des calculs de risque, quand vous faites des simulations, etc., ce qui est important, c'est que vous n'ayez pas à attendre plusieurs jours pour avoir les résultats. Sinon, d'une part, vous prenez des risques, et d'autre part, vos clients potentiels ne vont pas être forcément très, très contents. Et puis, il y a tout ce qui est... Alors ça, c'est la partie qu'on appelle inférence dans l'intelligence artificielle. Je vais garder le mot intelligence artificielle.
l'inférence, c'est-à-dire l'utilisation de mes données. Et puis il y a une partie qui s'appelle l'apprentissage, ou en anglais le training, où là on va constituer les datasets, les réseaux de neurones, etc., etc. Et là on va appliquer soit du machine learning, soit du deep learning. Donc on est présent dans les deux, je dirais. Au niveau data center, on a des puces graphiques qui vont accélérer le fait de créer ces datasets, donc ces bases de données, on va dire. Et puis sur la partie inférence, sur le fait de les exploiter. Et la partie inférence, on le verra tout à l'heure, elle peut être faite de différentes manières. Alors ça impacte la banque, ça impacte tout ce qui est marché, ça impacte aussi les assurances. Il y a un certain nombre d'algorithmes et j'ai enlevé des diapos, là, comme je le disais tout à l'heure, mais vous aurez les détails dans la présentation, sur la fraude, sur les calculs de risque, sur les calculs, par exemple, dans un endroit précis. Voilà, je veux faire des prêts pour acheter des maisons ou des choses comme ça. On est capable, avec toutes les données qu'il y a aujourd'hui, d'estimer quels seront potentiellement les risques d'acheter, de ne pas acheter, quels seront potentiellement les prix de revente, pas de revente. Le marché bouge beaucoup, on le sait tous, mais je dirais les algos vont être là pour aider à prendre ce genre de décision. Surtout pas pour remplacer la personne qui va prendre la décision. Je vais faire un parallèle. Si vous prenez un cancérologue, son taux d'exactitude d'un diagnostic est en gros de 95,8%, on va dire 96%. Si vous prenez une intelligence artificielle, son taux d'exactitude est de 97 et quelques pourcents. Alors vous allez me dire, tout le monde dit, quand je dis ça, tout le monde dit, oh, il n'y a plus de cancérologue demain, etc., etc. Non, ce qui est intéressant, c'est la combinaison des deux. La combinaison des deux vous donne 99,5% d'exactitude. Et l'objectif des algos qui sont utilisés là, c'est de donner le plus d'informations possible aux cancérologues pour prendre une décision. Et si je fais un parallèle à la banque, ça va être exactement la même chose. C'est d'utiliser toutes les données que vous avez pour vous aider à prendre une décision. Et honnêtement, ce qui est roi dans tout ce que je dis, c'est la data. S'il n'y a pas de données, on parle, je m'en vais tout de suite, et on ne parle pas de machine learning, on ne parle pas de deep learning, on ne parle pas d'intelligence artificielle. Alors, ça c'est quelques questions. Qu'est-ce que pourrait faire le deep learning ou l'intelligence artificielle? Et des exemples. Alors, détection, ouais, évidemment, la détection de fraude, sous une forme ou une autre. Les prédictions, la recommandation. Il y a beaucoup de choses qui peuvent être faites en posant les bonnes questions et en définissant les bons réseaux de neurones. Donc ça, c'est des questions simples, une tâche simple et un exemple, je dirais, de résultats simples et d'application, de domaine d'application du deep learning ou du machine learning ou de l'intelligence artificielle dans sa globalité. Je vais vite. Il y a trois verticaux au sein des services financiers qui sont intéressants. C'est tout ce qui est trading et investissement. C'est l'analyse la prédiction, l'analyse de risque et surtout une grosse chose, c'est en fait toutes les datas qui ne sont pas structurées. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si je prends purement du deep learning, je vais avoir un réseau de neurones, les datas vont être structurées, etc. Ce qu'on voit dans plein de sociétés, que ce soit la banque ou autres verticaux, les assurances, c'est qu'il y a plein de datas qui viennent de sources différentes, qui ne sont pas structurées, qui utilisent ou sont utilisées avec du machine learning, etc., etc., et qui sont difficiles à exploiter. Donc là, on a annoncé la semaine dernière une solution, et je vais vous en dire deux mots tout de suite. Et c'est ça le problème qu'on a, c'est-à-dire toutes ces datas qui viennent de différentes sources, qui sont, je dirais, à l'exploitation assez lente à mettre en œuvre. Et je dirais le cauchemar d'un data scientist aujourd'hui, c'est de lancer des algos et d'attendre des résultats. C'est-à-dire qu'il boit beaucoup de café. Il boit énormément de café pendant la journée et il reste très tard le soir parce qu'il a le temps d'attendre des résultats. Ce qu'on a fait et ce qu'on a annoncé la semaine dernière à notre GPU conférence, c'est un produit qui s'appelle Rapids, qui va pouvoir, en fait, et qui est gratuit. Donc c'est des librairies qui vont être disponibles sur nos sites web et qui va pouvoir, en fait, c'est un écosystème de librairies, aller traiter les données, qu'elles viennent du machine learning, du deep learning ou d'autres sources, de les mettre dans un format défini,
d'accord, et de pouvoir les utiliser au niveau AI. Donc en fait, on ne sera pas obligé de redévelopper son code ou de remettre les datas dans un certain format pour faire de l'intelligence artificielle. Les librairies qu'on mettra à disposition dans les semaines qui viennent vont le faire par elles-mêmes. Et ça concerne aussi toutes les choses comme Panda, les softwares comme Panda, les softwares de protection, enfin, etc., etc., où effectivement, cette puissance de calcul qu'amènent les GPU vont apporter, je dirais, une valeur ajoutée aux gens qui vont les utiliser, permettre d'accroître la vitesse de traitement d'un certain nombre d'algorithmes et surtout permettre d'utiliser des données hétérogènes. Alors, nous, on est là dans le cadre d'un partenariat qu'on a aussi avec HPE, qui a une forte initiative sur l'intelligence artificielle en France, et je dirais au niveau européen et au niveau mondial. On travaille énormément ensemble en France sur l'intelligence artificielle. Il y a, je dirais, la marketplace qui a été annoncée par HPE, mais HPE en parlerait mieux que moi, il y a 2 semaines, c'est ça Thibaut? Il y a 2 semaines, il y a des produits sur lesquels on travaille ensemble, dont l'Apollo 6005, qui est un serveur qu'on peut mettre dans les data centers, qui a 8 GPU qui sont interconnectés par un bus spécifique, donc avec des vitesses de traitement et des vitesses de calcul très importantes, qui rendent service à ce qu'on appelle le compute, mais aussi à tout ce qui est deep learning. Et donc, on travaille sur ces initiatives d'une façon conjointe pour adresser ces problématiques. Alors ça, c'est la partie training, donc apprentissage, qui peut se faire dans un data center. J'ai parlé des cartes Tesla. Et après, la partie inférence, qu'on peut faire dans un data center, mais qu'on n'est pas obligé de faire dans un data center. On peut la faire, ce qu'on appelle at the edge. Par exemple, une voiture autonome, c'est un outil d'inférence. Un robot intelligent, industriel, c'est un outil d'inférence. Une caméra intelligente, c'est un outil d'inférence. Et puis, il y a beaucoup de choses aussi qui sont faites dans les data centers. Soyons clairs, il y a beaucoup de choses qui sont faites dans les data centers. Donc, on a besoin aussi d'une certaine puissance de calcul qui n'est pas la même que celle qu'on va faire pour l'apprentissage. Mais ça, tout ça, c'est des produits, c'est des partenariats. Ce qui est important aussi, c'est l'écosystème. Et ce que NVIDIA a mis en place depuis quelques années, c'est Deep Learning Institute, c'est-à-dire c'est des cours que l'on vient donner. On a des gens certifiés. Chez HPE, vous avez des gens certifiés qui sont capables de donner ces cours pour parler du deep learning et de l'intelligence artificielle. Alors ça part d'un niveau qui est très bas. Par exemple, démystifier le deep learning. Et ça va à un niveau qui est très approfondi sur des métiers très particuliers où effectivement on a des spécialistes de ces métiers qui viennent faire ces interventions. Voilà, moi j'ai à peu près terminé. Je vais juste te dire une chose sur l'intelligence artificielle dans sa globalité. C'est une façon différente d'aborder les choses. C'est-à-dire que moi, quand je rencontre des sociétés, en général, je n'ouvre jamais mon PC. Ce que je vous ai montré là, je ne le montre jamais. Je ne le montre jamais parce que ça n'a pas de sens. Ce qui a un sens, c'est d'avoir une discussion avec les gens, de comprendre les problèmes qu'ils ont et comment l'intelligence artificielle peut résoudre ces problèmes. Ce n'est pas forcément toujours le cas. Soyons honnêtes et open, ce n'est pas forcément toujours le cas. Mais c'est là où doit commencer la discussion. C'est quels sont les problèmes à résoudre. Est-ce que c'est un problème de chatbot? Est-ce que c'est un problème de ci, de ça, etc. etc. Et l'objectif d'NVIDIA, avec ses partenaires, c'est d'amener la meilleure solution possible pour résoudre ce problème. Je peux vous dire qu'on résout certains problèmes où il n'y a quasiment pas de business pour NVIDIA. Mais le fait de résoudre, si on peut résoudre et aider la recherche sur le cancer, c'est vraiment quelque chose qui nous tient énormément à cœur et on va mettre beaucoup d'énergie. Et on sait très bien que les instituts n'ont pas forcément beaucoup d'argent à dépenser, mais là, on va les aider énormément pour pouvoir faire ces progrès. Voilà. Je ne sais pas s'il y a peut-être des... Donc, on va passer à la phase questions. Donc, il y en a déjà 2 qui se sont exprimés. Tu peux les lire et répondre. Alors, rapide est-il compatible avec les GPU grand public? Alors, je lis d'abord. Honnêtement, je n'ai pas la réponse, c'est trop frais. J'aurais tendance à dire oui. Nous, on ne recommande absolument pas de mettre des GPU, enfin, on va dire, des produits GTX ou RTX dans les data centers. D'une part, nous, on ne les supporte pas dans les data centers. Il y a un ULA, quand vous installez, qui vous dit que vous prenez connaissance des choses et on ne supportera pas s'il y a un problème dans un center avec du GTX et du RTX. Mais j'aurais tendance à dire oui, pour l'instant.
tant que j'ai pas d'autres informations. Alors, il y avait une deuxième question. Ah oui, c'était sur la GPU. Pourquoi la GPU n'est pas limitée en termes de puissance de calcul? Elle n'est pas limitée parce que, en fait, je dirais, quand on design, alors juste pour vous donner une idée, quand on design une nouvelle architecture de GPU, ça prend 5 ans et ça coûte $1 milliard qu'on met sur la table pour quelque chose qui va sortir 5 ans après. Alors pourquoi il n'y a pas de limite? Parce qu'en fait, on n'est pas contraint, nous, je dirais, à miniaturiser le plus qu'on peut notre GPU. Ce qu'on veut surtout, c'est lui donner de plus en plus de puissance. Alors effectivement, il y a des GPU, si vous prenez un ordinateur portable, si je prends Tesla V100, Tesla V100 n'ira pas dans un ordinateur portable parce qu'au niveau thermique, au niveau espace surtout, elle ne rentrera pas dedans. Donc on a des puces graphiques spécifiques pour ça. Mais si on adresse le monde des data centers, le monde de l'intelligence artificielle, le monde du calcul, en fait, il n'y a pas de limite. Nos GPU deviennent de plus en plus grosses. Ça ne veut pas dire pour ça qu'elles consomment de plus en plus, d'accord, puisqu'on fait beaucoup d'efforts sur la consommation. Mais elles deviennent de plus en plus grosses parce qu'elles intègrent un certain nombre de corps qui permettent de faire tous ces calculs. Je propose une dernière question, si quelqu'un veut se manifester. C'est bon? Bon, bah alors, n'hésitez pas à aller merci nous beaucoup. voir sur le stand HPE. Merci à vous.